En manchette ce soir, plus de 5000 aînés consultés sur leur place dans la région. Le député Sébastien Lemire exige qu'ils soient mieux accompagnés. Ça démontre à quel point il y a une détresse qui est vécue par les aînés. Une table ronde pour repenser le développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Quand la CRE prenait la parole, ça avait un poids parce que c'était la voix de l'Abitibi-Témiscamingue. Et une nouvelle offre de services régional pour la protection de la jeunesse autochtone. Ces enfants-là qui ont été placés jusqu'à 18 ans, ils ont comme plus de parents le lendemain de leurs 18 ans parce qu'ils doivent quitter les milieux d'accueil s'ils sont plus aux études. Bon début de soirée, bienvenue au TVA 18h. Le statu quo n'est plus acceptable. C'est la conclusion d'un important rapport de consultation fait auprès de plus de 5000 aînés de la région. Un rapport qu'on dit réalisé par et pour les aînés. Alexandre Cabana a rencontré Sébastien Lemire, le pilote de l'initiative. Je vois les papiers en arrière, je vois les pamphlets qui sont remplis. Les gens de la région avaient le goût de répondre à ce pamphlet-là, avaient le goût de vous écrire et avaient le goût de témoigner. Ça fait déjà quelques années, mais ça témoigne du travail en profondeur qu'on a fait pour les aînés, pour entendre les aînés. Parce qu'effectivement, on a eu un certain choc quand on a envoyé la pétition et qu'on a eu plus de 5000 réponses. Donc, tu sais, 5000 réponses, là, vous le voyez, ça représente. La première journée que ça rentre, on est bien content. Mais après 2 semaines, que tu as toujours ce même volume-là que le facteur apporte, ça démontre à quel point il y a une détresse qui est vécue par les aînés. On a réuni les gens pour voir c'était quoi les priorités des aînés. On a ciblé celle des revenus et celle des services de proximité, particulièrement en milieu rural, de santé particulièrement. On est allé à l'écoute et ça a donné une dizaine de rencontres dans chacune des MRC, dans des milieux plus urbains, plus ruraux. Mais chacun a donné des témoignages distincts. Que ce soit au Tiers-Nord avec les proches aidants, que ce soit l'enjeu du transport à Sainte-Germaine, que ce soit l'enjeu des services de santé à Ville-Marie, des services de proximité, tout ça était très différent. Moi, c'était beaucoup la question des revenus. Tous ces éléments-là sont accompagnés d'un vécu et d'une certaine détresse ou d'un appel à l'aide. Pour moi, ce qui est annoncé aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le statu quo ne soit plus maintenu pour les aînés. C'est facile d'oublier nos aînés. Puis c'est une critique de société que je peux bien nous faire, c'est que on oublie de redonner à ceux qui ont construit le pays et notre région. Puis l'objectif là-dedans, c'était pas d'être nécessairement en mode solution, mais d'être en mode constat. Quels sont les besoins des aînés? Donc, dans le document, c'est des verbatims qu'on a remis de toutes les consultations qui sont anonymes, mais qui ont été enregistrés pour pouvoir ramener ces témoignages-là. Donc, c'est comme un peu une grande histoire des aînés de l'Abitibi-Témiscamingue, mais qu'à travers ça, leurs demandes puissent être identifiées clairement. Accroître la visibilité, l'accès aux services publics pour les aînés, les conditions de travail, les mesures fiscales, les services pour les proches aidants. S'il y a quelque chose qui est souvent oublié dans notre société, l'importance du rôle de proche aidant et comment pour le système de santé, c'est nécessaire ce rôle-là. Et c'est peut-être ce qui fait en sorte que notre système ne s'écroule pas. C'est quoi le but après? Bon, évidemment, là, on a consulté les gens, on a pris de l'information, là, on a beaucoup de stock. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le but? Bien, d'abord, ce que j'espère, c'est que ça va peut-être choquer. Dans le sens que le statu quo est inacceptable. Qu'on va vouloir se mettre en mode solution et en mode écoute davantage, apprécier peut-être nos parents et nos grands-parents encore plus. Donc, il y a de l'espoir. Bien, moi, j'y crois. Il suffisait effectivement de se mettre en mode écoute, ce qu'on a fait, et après ça, de proposer des constats, des demandes. C'est vraiment les demandes des aînés, je le rappelle. C'est pas ce que Sébastien Lemire pense nécessairement, mais ce que pensent nos aînés. Et après ça, effectivement, je pense que tout un chacun aura la responsabilité d'apporter ses solutions. Sébastien Lemire, merci beaucoup. Merci, Alexandre. À bientôt. Et d'ailleurs, Gérard Thomas est l'un des aînés qui a travaillé sur le comité de la consultation. 10 séances ont été tenues à travers la région, tant dans les pôles des circonscriptions que dans certains villages et aussi des communautés autochtones. Pour M. Thomas, c'est la capacité des gouvernements à prendre soin des personnes aînées qui est remise en question. Effectivement, on a participé à l'État-providence et ce que je dis souvent, l'effritement de l'État-providence, ma génération et d'autres générations plus âgées, on a participé sans s'en rendre compte à son déclin. Et on s'est préoccupé plus ou moins de ce qui avançait dans le temps pour être frappé, en tout cas à mon niveau à moi, par être frappé qu'avec les années, l'État-providence n'existe plus. Ils ont fait quoi avec les aînés? Est-ce qu'on les parque dans des établissements? Mais en même temps, on leur demande de débourser ce qui est normal, parce que tout le monde met
Au niveau des revenus, des logements et tout ça, aujourd'hui, force est d'admettre qu'on a dormi au gaz pendant un certain temps, nous, mais en tout cas, la génération, et je m'inclus là-dedans. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les municipalités s'engagent suffisamment envers les aînés? » Vous avez répondu non à 75 %. Une table ronde avait lieu hier soir du côté de l'UQAT. L'objectif était de discuter du développement de la région. Notre collègue Olivier Morin était sur place. C'est dans une salle presque comble que 5 acteurs de divers domaines de la région ont pris la parole. Les intervenants ont été appelés à parler des enjeux qu'ils ont observés au niveau du développement du territoire. Pour l'ex-députée Émilie Lessantérien, présente lors des discussions, la région a connu une importante perte au niveau de la concertation avec l'abolition de la conférence régionale des élus. Dans le fond, quand la CRE prenait la parole, ça avait un poids parce que c'était la voix de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que quand une décision nous était imposée de Québec, par exemple, bien là, on avait la conférence régionale des élus qui statuait, qui se positionnait sur un enjeu. Et là, ça avait une force d'impact qui était vraiment importante. L'ancienne députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue constate également une perte de la souveraineté de la région. Selon elle, l'Abitibi-Témiscamingue n'a plus le plein contrôle sur les décisions en lien avec son développement. Dans un contexte de guerre tarifaire, elle croit qu'il y a une opportunité de reprendre le contrôle. Bien, je pense qu'avec les tarifs douaniers, effectivement, il y a une opportunité à saisir. En ce moment, il y a une reconnexion où on se redirige vers les produits locaux, notamment. On se rend compte, en fait, de la fragilité du système économique dans un système mondial où on dépend comme ça des États-Unis, mais de d'autres pays pour subvenir à nos besoins, nos moyens de production, à nos moyens de consommation. Fait que, clairement, il y a une opportunité à saisir pour développer, pour diversifier notre économie. Des changements ont aussi été observés au niveau de la culture. Bien qu'elle soit ancrée dans la région, ce domaine a connu une fragmentation au cours des dernières années. Pour la directrice du Petit Théâtre de Rouyn-Noranda, Rosalie Chartier-Lacombe, il est important de valoriser la culture dans le contexte actuel. On a plus que jamais besoin de sentir notre identité puis se développer un projet commun. Puis la culture, c'est le narratif qu'on se crée. Les panélistes misent beaucoup sur l'implication des jeunes dans leur démarche. Selon eux, ce sont ces jeunes qui seront la pierre angulaire du développement collectif du territoire. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on revient sur l'imposition des tarifs douaniers de Trump. La ministre des Affaires municipales annonce que les municipalités imposeront aussi des pénalités dans l'attribution des contrats aux entreprises américaines dès aujourd'hui. Donc, pour certaines catégories de contrats, il y aura l'imposition d'une pénalité allant jusqu'à 25 % aux entreprises américaines qui participent aux appels d'offres publics. Et les organismes municipaux devront cibler uniquement des entreprises établies au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental. L'objectif est que les municipalités puissent imposer les mêmes sanctions que le gouvernement. Mino-Abigail-Wissine, le service régional de la protection de la jeunesse Anishinaabe, vient de concrétiser son service post-majorité. C'est un service qui dessert la population autochtone de 16 à 25 ans. Les détails avec Félix Blaquière. Établir un pont entre le moment où des jeunes Anishinaabe sortent de familles d'accueil et l'âge adulte. Voilà l'objectif du projet Post-Majorité mis sur pied par l'organisme régional Mino-Abigail-Wissine. Et le besoin est considérable. L'organisation pensait avoir 60 jeunes sous leurs ailes et c'est finalement plus de 90 inscriptions qui ont été reçues. Ils ont comme plus de parents le lendemain de leurs 18 ans parce qu'ils doivent quitter les milieux d'accueil s'ils sont plus aux études. Quand ils sont aux études, ils peuvent poursuivre pour un certain temps, mais la plupart ne sont pas aux études malheureusement, donc ils doivent quitter. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment appris à voler de leurs propres ailes, ne sont pas autonomes ni indépendants pour une grande partie. Donc nous, on est là pour les accompagner jusqu'à l'âge de 26 ans. Moins un jour. Le support qu'offre l'organisme est vaste, mais ultimement, Post-Majorité vise l'autonomie et l'émancipation des jeunes issus des Premières Nations. Nous, ce qu'on veut, c'est leur donner un répit en disant, tu n'as pas de casser la tête côté revenu, côté logement, côté tout, l'ensemble de tes besoins, dans le fond. Et par le ce temps-là, on va t'aider à développer ton plan de vie. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux devenir?
L'organisation admet que les jeunes autochtones provenant d'un placement en majorité font face à davantage de précarité que les personnes allochtones en pareille situation. Ils se retrouvent dans un non-choix. Soit j'y retourne chez nous, ou la veille, c'était pas un bon milieu pour moi, puis là, le lendemain, c'est là que je dois me retourner, la veille de mes 18 ans, puis le lendemain. Ou je vais aller chez quelqu'un d'autre dans la communauté, mais ils ne pourront pas m'accepter à long terme parce qu'il n'y a pas assez de place, les maisons sont surpeuplées. La division pour les jeunes adultes de Minot-Obiji-Wassin a été amorcée il y a presque 2 ans, mais elle vient tout juste d'avoir pignon sur rue à Val-d'Or. On va avoir des cuisines collectives, on va être équipés pour faire des cuisines avec les jeunes, faire des ateliers autant sur l'estime de soi, sur le budget, sur ça peut être même des programmes à découvrir en éducation ou des jeunes qui sont des role models pour nos jeunes, qui puissent rencontrer d'autres personnes de la communauté qui réussissent dans le métier qu'ils ont choisi. Le local devrait être aménagé dans les prochains mois pour de bon, mais d'ici là, les jeunes peuvent déjà passer au local voir un intervenant. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les conditions des sentiers motoneige dans la région, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Donc, Justine, malgré les bonnes quantités de neige, les bonnes conditions des sentiers de motoneige, il faut quand même rester prudent. Oui, Kémilia, surtout si vous circulez sur des cours d'eau. Plusieurs publications Facebook font mention d'une présence de slush. Alors, de l'eau qui est remontée à la surface, c'est pas dangereux, mais vous pourriez rester coincé. À part ça, tous les sentiers sont praticables. Alors, pour une sortie en motoneige réussie, n'hésitez pas à consulter la carte interactive. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Ce samedi, une soirée magique est organisée au Parc national d'Aiguebelle pour observer les étoiles. On vous en parle dans la chronique culturelle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est le jeudi 27 février, lors d'un 5 à 7 festif, que Radio Matagami déployait l'Aurore, la toute première plateforme d'information régionale. Cette plateforme web propose un accès 100% libre et gratuit au point fort de l'actualité de la baie James. Retrouvez les bulletins radio, les entrevues de fond et les articles exclusifs sur auroreinfo.com. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, le Parc national d'Aiguebelle organise samedi une soirée à la Belle Étoile. Oui, Kémilia, Aiguebelle sous les étoiles, c'est la soirée parfaite pour admirer le ciel étoilé en étant plongé à 100% dans le cœur de la forêt abitibienne. L'activité est malheureusement déjà complète, ou heureusement pour le parc d'Aiguebelle. Ils ont été vraiment victimes de leur succès, mais les gens qui sont déjà inscrits vont pouvoir profiter d'une soirée de glissade sur tube. Ils vont aussi pouvoir en apprendre plus sur ce qui se passe dans le ciel la nuit grâce aux professionnels sur place. C'est la soirée parfaite pour passer un super beau moment en famille ou entre amis, surtout pendant la relâche. Voici ce qui attend les participants plus en détail. À l'activité Aiguebelle sous les étoiles, les gens vont pouvoir aller faire de la glissade sur tube. On va aussi avoir les membres de l'Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont être là. Ils vont nous présenter leur télescope, puis ils vont nous montrer aussi le ciel étoilé. Puis aussi, les gens vont pouvoir aller se réchauffer en mangeant de la fondue au chocolat après l'activité. La soirée va se dérouler, je dirais, en autonomie. Donc, il n'y a pas de présentation. Ça va vraiment être, les gens arrivent, ils vont glisser quand ils veulent, ils vont voir les astronomes quand ça leur tente. Donc, c'est vraiment libre de décider du déroulement de la soirée pour les gens. Donc, ça va vraiment être une activité en autonomie. Le Parc national d'Aiguebelle organise souvent des activités pour profiter de la saison hivernale. Ce genre d'activité nous fait prendre l'air et on peut aussi apprendre en même temps et ça, c'est vraiment important. Alors cet hiver, n'hésitez pas à aller faire un tour au Parc d'Aiguebelle pour vraiment le redécouvrir. Des fois, on pense à y aller l'été, mais l'hiver, c'est aussi vraiment une bonne idée pour pouvoir profiter des attraits touristiques de la région. À chaque année, on essaie d'organiser des activités hivernales pour attirer les gens dans le parc en hiver.
Puis, on essaie aussi de mettre en valeur notre ciel étoilé. Donc, c'est pour ça qu'on a invité les astronomes amateurs. Donc, c'est vraiment pour faire admirer le ciel aux gens de l'Abitibi. Nous, on est vraiment contents de voir des gens dans le parc dans la semaine de relâche. Les gens sont libres à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire avec la famille, puisque les enfants n'ont pas d'école. Donc, nous, ça nous apporte des visiteurs qui vont peut-être revenir aussi dans l'été. Et du côté de l'humour et des spectacles, l'humoriste Rosalie Vaillancourt vient nous présenter son tout dernier One Woman Show intitulé MILF en région cette semaine. Dans ce spectacle, Rosalie Vaillancourt va parler de sa nouvelle vie de femme mature et sans tabou et elle promet de vous faire rire un bon coup. Elle est au Théâtre des Esquerres d'Amos ce soir. Elle sera aussi à la Sarre demain et à Rouyn-Noranda samedi. Il reste que quelques petits billets individuels par-ci par-là. Alors, si vous avez le goût de faire une sortie tout seul avec vous-même et que vous voulez aller vous acheter un billet, profitez-en. Il reste quelques places et c'est vraiment un spectacle qui risque d'en surprendre plusieurs. Oui, clairement. Merci, Justine. On se revoit dans quelques minutes pour la météo. Tiens bon sous la neige. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont dominé les Foreurs de Val-d'Or en remportant un duel de la 117 hier soir. On revient sur le match tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GR, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, les Huskies poursuivent leur domination sur les Foreurs de Val-d'Or. Hier, la Meurthe a écrasé les Foreurs 5-0 au centre Anico-Eagle. Alexis Dumont nous résume la soirée. Le 7e chapitre de la guerre de la 117 aura été tout à l'avantage des Huskies de Rouyn-Noranda. La Meurthe a dominé le premier engagement hier. Lars Tanner et Rémi Gélina ont tous deux marqué leur 21e but de la saison pour permettre à Rouyn-Noranda de se forger une avance de 2-0 après 20 minutes. Alors que les Foreurs semblaient montrer signe de vie en deuxième, l'indiscipline est venue couler les hommes de Maxime Desruisseaux qui ont vu Ty Higgins tripler l'avance des Huskies avec son 17e de la saison. Samuel Beauchemin sera venu concrétiser une soirée parfaite pour la Meurthe avec ses 8e et 9e, en route vers une victoire de 5-0. Je pense qu'on a joué un 60 minutes au complet. On a gardé ça simple. On n'a pas été trop fancy. Je pense que c'était une performance d'équipe. Je pense que tout le monde a contribué. On a travaillé fort. Je sens que dans les deux derniers matchs, là, on s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis, notre jeu s'améliore. Puis j'aime vraiment comment on a été ce soir. On est déçus, puis on sait pourquoi on est déçus. C'est la cabane est pleine, c'est les Huskies, tu mets tout ça ensemble, tu veux faire un bon spectacle. On n'a pas été atroce, mais on est clairement meilleur que ce qu'on a à faire ce soir. L'avantage numérique des Huskies aura été fidèle à son habitude hier avec 2 buts. L'entraîneur-chef Steve Hartley se réjouit de la tenue de ses unités spéciales. On sait l'importance de rester discipliné. On avait seulement offert 2 avantages numériques, puis on a été très bons en désavantage. Puis à l'inverse, notre avantage numérique a été excellent, est allé chercher des gros buts pour nous, puis on a fait la différence ce soir. Samuel Moloch, quant à lui, a réalisé son 4e jeu blanc de la saison avec 22 arrêts. Le gardien de 17 ans donne beaucoup de crédit à ses coéquipiers qui ont bien joué devant lui. On a continué à travailler puis à mettre la puck profonde dans leur territoire puis à continuer à forechecker pour garder la rondelle à 200 pieds de notre but. Puis aussi, on a bloqué beaucoup de tirs qui a fait aussi une différence. Donc, je pense que c'est vraiment un bon travail collectif. Pour Maxime Desruisseaux, c'est une contre-performance difficile à avaler. L'entraîneur-chef souhaite rapidement tourner la page. Aujourd'hui, c'est pas l'exécution, puis c'est pas les Huskies qui m'agacent. Puis j'arrête pas de le répéter, c'est de notre façon à nous. 2 mauvaises punitions, 3 joueurs sur la glace. Donc déjà là, ça part de nous. C'est correct d'être engagé, c'est correct de travailler fort, mais c'est plus que ça. Puis tu sais, l'avant-dernier but, je pense, ou le dernier but, il y en a 2-3 qui se sont traînés bottines sur le repli défensif. Ça m'écoeure un peu quand le chac est plein de même, puis contre les Huskies. Là. Quand tu mènes 7-3, c'est pas pire, là, mais quand tu joues à la maison devant tes spectateurs, ils se déplacent, ça, j'ai de la misère de gérer ça. Maxime Desruisseaux semblait déçu, mais la bonne nouvelle, Alexis, c'est qu'ils vont pouvoir se reprendre rapidement puisque les Foreurs et les Huskies seront en action cette fin de semaine. Je vais reprendre pour Alexis. Donc, absolument contre 2 adversaires prenables qui seront là vendredi et samedi à l'Arena Glencore et au centre Anico-Eagle. Donc, les Olympiques de Gatineau et le Titan d'Acadie Bathurst. 2 adversaires prenables, mais qui luttent pour des objectifs importants.
Les Olympiques se battent pour les dernières places disponibles pour les éliminatoires, alors que le Titan, lui, se bat pour obtenir le fameux 4e rang de la conférence, une position qui lui éviterait un affrontement de premier tour contre une des 3 puissances, Moncton, Rimouski ou Chicoutimi. Donc 2 adversaires prenables, certes, mais qui ne seront pas à prendre à la légère. Et d'ailleurs, mercredi prochain, les Foreurs et les Huskies vont à nouveau croiser le fer, cette fois-ci à l'Arena Glencore. Ce sera le dernier chapitre de 8 duels cette saison entre les 2 équipes. Donc, ça risque de rassembler plusieurs fans de hockey de la région. Et maintenant, toujours au hockey, les Forestiers d'Amos remportent leur premier match de la série de repêchage du M18 3A. Ils se sont imposés par la marque convaincante de 8-5 dans un véritable festival offensif, les opposant aux Lions du Lac-Saint-Louis. Les 2 collègues de trio, Cédric Laberge et Jérémy Jarret, se sont particulièrement illustrés. Laberge a réussi à amasser 4 buts et 1 passe pour un total de 5 points. Et de son côté, Jarret récolte 4 points grâce à 1 but et 3 mentions d'aide. La troupe de Jean-Daniel Charon revient à la maison dimanche 9 mars prochain pour y affronter les élites de Jonquière. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, des bonnes nouvelles. Le soleil va se pointer du côté du Témiscamingue dans les prochains jours. Ah oui, les gens du Témiscamingue vont faire le plein de vitamine D. Ils vont avoir des super belles journées. Pour l'Abitibi, ça va être un petit peu plus nuageux, mais quand même, des belles journées tout de même. Pour ce soir et cette nuit, ce qui nous attend partout en région, il faut croire que Dame Nature trouvait qu'il n'y avait pas assez de neige dans les rues. Elle nous renvoie un petit 5 cm qui va tomber au cours de la nuit avec un minimum de moins 14 et un refroidissement éolien de moins 22. Demain, en Abitibi, on aura une faible neige qui devrait cesser vers la mi-journée avec un maximum de moins 8 et un refroidissement éolien de moins 22 le matin. Du soleil pour le Témiscamingue avec seulement quelques petits nuages en début d'après-midi avec un maximum de moins 6 et encore une fois un refroidissement éolien de moins 22 le matin. Samedi, pour l'Abitibi, nous aurons une neige intermittente avec un maximum de moins 6 et pour le Témiscamingue, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 4. Alors, les gens du Témiscamingue, profitez bien de ce beau soleil qui s'en vient de votre côté. En parlant du Témiscamingue, je tiens à vous dire que demain, lors de la capsule touristique, je suis allée faire un petit tour du côté de Ville-Marie pour visiter l'auberge Nouvelle-France. Vous voulez pas manquer ça. Merci, Justine. Ça va jouer. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À demain.